pour investir, le déchiffrage. On déchiffre, bien entendu, avec nos experts du jour. Pour commencer cette nouvelle saison de TPI, je suis très content de retrouver deux habitués des plateaux, Gustave Sanden de Colbert. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Mathias Bacchino de Trade Republic. Ravi de commencer cette nouvelle saison avec vous. Alors, il y a un sujet, vous, qui a retenu votre attention, on en parlait il y a quelques minutes dans le tableau de bord, c'est la performance du marché action chinois. Et on a quand même une semaine qui s'est terminée par un coup d'éclat d'un cadre de la cote chinoise qui est connu depuis bien longtemps, mais qui a voulu marquer le coup du côté des segments de croissance du moment. Le cloud, l'infrastructure, l'IA, Alibaba est peut-être le nouveau boss de la tech mondiale en cette rentrée. Gustave Sanden, quel est votre avis là-dessus ? Oui, alors Alibaba, c'est aussi un peu un contre-exemple par rapport au marché chinois, parce que c'est le CSI qui a effectivement très très bien marché là ces 2-3 derniers mois, alors que c'était plutôt Hong Kong qui portait la croissance depuis le début de l'année. Mais c'est vrai qu'on a eu des big tech américaines qui sont effectivement revenues sur le devant de la scène, qui plus que jamais sont concentrées dans le S&P 500. Et ça y est, on voit effectivement ces big tech chinoises qui retrouvent la faveur des investisseurs. Alibaba en premier lieu. Maintenant, faut-il encore qu'ils nous expliquent comment ils vont sourcer les puces nécessaires aussi au développement de leur IA respective, parce que c'est aussi un sujet de tension de cette rentrée, avec notamment les puces H2 qui sont dans le viseur du gouvernement chinois et qui pourraient quand même freiner les ardeurs des investisseurs, mais effectivement très positivement surpris par Alibaba. Le principal ennemi de la Chine, c'est la Chine elle-même. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement un potentiel de développement technologique qui est considérable. On parle d'IA, on parle de cloud, mais il y a aussi l'IA, entre guillemets, à mon avis, de demain, qui est la robotique, qui est énorme en Chine. Ils ont une avance considérable dans le secteur robotique aussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression de quelque chose à ce niveau. C'est-à-dire que globalement, les Américains et les cadors américains de la high-tech sont toujours prêts à annoncer et à lancer les dynamiques. Mais le vrai boulot, il est fait en Chine. Et à bas bruit parfois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les seuls capables de concurrencer Optimus de Tesla, ce sont les Chinois de Pudu, concrètement. D'accord. Et le problème, c'est que la Chine, malgré tout, et on en parle assez peu parce que les données économiques sont peu fiables et peu nombreuses, mais la réalité, c'est que la Chine souffre de problèmes structurels très importants, du surendettement de ses entreprises, d'un secteur de l'immobilier en crise durable, du vieillissement de la population et d'une croissance potentielle qui baisse malgré tout. Donc l'enjeu de la Chine, c'est d'être capable de projeter la Chine dans une nouvelle phase de croissance adaptée à ses propres faiblesses. Et là, on note que le culte de la personnalité du président chinois, Xi Jinping, qui avait été instauré il y a une dizaine d'années, est en recul. Donc on assiste peut-être à une évolution de la gouvernance en Chine, ce qui pourrait être positif pour les marchés actions chinois, évidemment, mais il y a des gros problèmes structurels à régler malgré tout. Donc ne nous laissons pas aveugler juste par une performance mensuelle, même s'il faut saluer cette performance du mois d'août. C'est quand même assez incroyable, parce que c'est Alibaba qui mène la danse. Précisément, Alibaba qui a été fondé par Jack Ma, qui a dû subir des mois et des mois de mise à l'écart, justement parce qu'il nuisait au culte de la personnalité institutionnelle qui avait... Et il revient petit à petit d'ailleurs sur le devant de la scène. En Monsieur Tech. Incroyable. Assez incroyable. Il a sûrement compris le message. Ouais. Mais en tout cas, ce qu'il faut aussi relever de cette croissance, c'est qu'elle est essentiellement drivée par les investisseurs chinois eux-mêmes. Ça reste quand même un marché très domestique, en tout cas pour le CSI. Et ce qu'on peut voir et qu'il faut peut-être regarder avec vigilance, c'est notamment les positions de trading de marge qui sont quand même très très élevées. On rappelle ce que c'est le trading à effet de levier. C'est-à-dire je mise 100 et on place 1000 pour moi. Parce qu'il y a déjà eu des vagues, disons, d'hypercroissance sur les indices chinois, notamment en 2015, et ce même indicateur était alors à 2,2 trillions à ce moment-là. Là, on est à 2 points, on parle en devise locale, à 2,1, donc on n'est pas très éloigné. On voit effectivement que du fait de l'écartement des investisseurs chinois de l'immobilier, du fait de la pression sur les taux, ils ont plus 50 alternatives pour placer leur épargne. Donc, ils vont effectivement sur les marchés actions, mais attention à ce que l'appétit ne soit pas démesuré. Alors, un événement qu'on attend tous, mais alors on l'attend tous les mois, les chiffres américains sur l'emploi qui seront publiés en fin de semaine. On les attend vraiment d'autant plus
que ça va être les premiers, on va dire, revus et corrigés par Donald Trump, puisque la personne qui était responsable de la compilation de ces statistiques a été virée après les derniers chiffres mensuels qui ne donnaient pas satisfaction à Donald Trump. Alors on a même appris à l'occasion que désormais ils vont être calculés et indexés sur la blockchain. C'est une volonté de Donald Trump. Bon, en gros, qu'est-ce qu'on attend? Parce que là, c'est un petit peu tout peut arriver. C'est expect the unexpected. On attend 75 000 créations d'emplois. Oui. Déjà, on attend un plus, en gros, un léger plus. Et clairement, je souhaite au successeur du coup, de la personne qui vient de se faire limoger de ne pas trop se tromper. Ouais. Effectivement, parce que ce qui avait été invoqué quand même, c'est que les chiffres auraient été faux ou tronqués. On n'a pas a priori la preuve de ça, mais en tout cas, c'était ce qu'il avait invoqué au mois d'août. Donc là, je pense que ça fait partie des chiffres aussi très populistes quand même. La création d'emplois, pour n'importe quel démagogue, c'est très très important pour beaucoup de politiques en général. Mais donc, il faut absolument montrer des signaux positifs sans non plus s'enflammer, parce que qui dit une surcréation d'emplois dit aussi potentiellement de la pression sur l'inflation. Et ça, clairement, c'est un autre gros objectif, et je suis sûr qu'on va y revenir aujourd'hui, de Donald Trump, c'est effectivement d'enclencher enfin cette baisse des taux qu'il appelle de ses vœux pieux depuis maintenant le début de son mandat. C'est la dernière étape. Ce chiffre des créations d'emplois, c'est vraiment... Il y aura le CPI un peu plus tard, mais c'est le dernier grand chiffre qu'on attend pour enfin confirmer une très probable baisse des taux le 16 ou le 17 septembre. Donc c'est un chiffre qui est d'autant plus important actuellement. Il n'est pas exclu, c'est un scénario que je trouve intéressant de mentionner, que ces chiffres de l'emploi soient corrects, que du coup la Fed baisse ses taux, et que les impacts négatifs de l'explosion des droits de douane, et sur l'emploi américain, et sur le consommateur, et sur l'inflation, arrivent un peu plus tard. Auquel cas, on aurait une Fed qui aurait été poussée à baisser les taux pour soutenir la relance économique américaine, trop tôt. Et là, alors qu'on l'attend depuis très longtemps, ça pourrait faire encore plus mal, parce que la Fed pourrait être obligée de remonter les taux en urgence, et ce qui serait évidemment très négatif pour les marchés actions. Oui, mais justement, au milieu de tout ça, il y a quand même quelque chose qui est très très intriguant, ça fait partie des Trumponomics, mais en gros, on a un président américain qui veut des chiffres de l'emploi X, qui veut un niveau de taux X, donc qui instille de la pression politique à la fois sur ces statisticiens, sur ces institutions qui calculent les chiffres tous les mois, sur la Réserve fédérale américaine, parce qu'on voit qu'il n'arrête pas d'attiser les dissensions entre gouverneurs. Au milieu de tout ça, la vérité, elle est où? Parce qu'il faut le rappeler, Mathias, et c'est vous qui mettez le doigt dessus. Septembre, c'est un mois toujours compliqué pour l'économie américaine, parce qu'il y a ces chiffres, mais aussi parce que tendanciellement sur le marché actions, c'est un mois décisif. Est-ce que vous ne pensez pas que là, on s'est mis tous les ingrédients de côté pour peut-être 2-3 soucis? Si la Fed baisse ses taux en milieu de mois, il n'y a pas de raison de penser. Alors, et on peut toujours avoir le phénomène de j'ai acheté la rumeur, je vends la nouvelle. Ouais. Mais si la Fed baisse ses taux, il y a quand même des raisons de penser que ce serait positif pour les marchés actions, même si effectivement, septembre, avec son moins 0,83% en moyenne depuis les années 50 sur le S&P 500, est le pire mois statistiquement en bourse, pour plein de raisons qui tiennent à la rentrée, à la fin de la période estivale, etc., mais pas que. Et donc, il y a statistiquement un mois de septembre négatif, effectivement. D'ailleurs, étant donné qu'on est sur des plus hauts un peu partout, une respiration ne serait pas complètement illégitime. Gustave Sandén, un commentaire à ce sujet, peut-être des lendemains difficiles sur les marchés américains? Restons bien vigilants. Le consensus aujourd'hui, c'est effectivement 89% des analystes pensent qu'il va y avoir cette baisse de taux. Elle est désormais dans les prix. Et là, pour le coup, tout écartement, c'est-à-dire toute baisse inférieure ou tout questionnement de cette baisse, là pourrait être effectivement très très négatif. Maintenant, si on enclenche cette tendance, que les chiffres de l'emploi s'emballent pas, parce que les bons chiffres par rapport à cet objectif d'inflation, c'est aussi des chiffres qui ne s'emballent pas à la hausse, il y a beaucoup de raisons de croire qu'effectivement le rallye se poursuive. Gustave, un chiffre qui nous a vraiment marqué dans BFM Bourse avec Guillaume Sommerer la semaine dernière, il y a désormais 4370 ETF sur le marché américain. Il y a plus d'ETF que d'actions au nominal. C'est un chiffre totalement dingue. Alors, c'est vrai que on peut interpréter ça comme une sorte de surpuissance de la gestion passive, mais au milieu de tout ça,
est-ce que c'est pas le symbole d'autre chose ? Si, et ça pose question, en fait. Donc, effectivement, se dire ça, c'est assez... c'est amusant, ça questionne. Maintenant, si vous voulez tout savoir, il y a aussi plus de fonds de gestion active que d'actions. Donc, en fait, traditionnellement, il y a plus de solutions pour investir que de sous-jacents. Mais effectivement, c'est un nouveau cap. L'ETF, quand on en parle comme ça rapidement, en fait, on pense tout de suite ETF indiciel. Et effectivement, c'est l'usage principal. L'ETF indiciel est très peu coûteux, quoi qu'on peut encore effectivement optimiser en scannant bien ces ETF. Mais il y a d'autres typologies d'ETF. Aujourd'hui, même sur des meme coins, sur des stratégies ou sur la gestion active. Voilà, exactement, des smart beta. Oui, on n'oublie pas les ETF actifs dont on parle beaucoup depuis quelques mois. Oui. Typiquement, un ETF actif ou un smart beta, du rebalancement du portefeuille, généralement c'est supérieur à 100%, de par ses frais de transaction, venir à être aussi coûteux qu'un fonds de gestion active. Donc, ce que ça dit en fait, cette sophistication et ce cumul des enveloppes ETF, c'est quand on parle d'ETF, précisons bien de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'ETF indiciel ou pas d'ETF indiciel ? Et si vous allez sur des stratégies un peu plus sophistiquées, posez-vous les bonnes questions, parce que du coup, vous devenez à nouveau, ou vous rendez à nouveau compétitif la gestion active plus traditionnelle, qui parfois finalement surperforme son indice. Tiens, en termes de gestion, le meilleur fonds souverain du monde, vous l'avez nommé, c'est le fonds souverain de Nouvelle-Zélande. Alors, c'est pas intergalactique non plus comme en cours, mais attention, eux, ils sont archi-positifs sur l'Europe. Ouais. Ouais, ils regardent ça de très près. Alors que tout le monde a plutôt tendance à privilégier les actions américaines. Bon, il y a quelques mouvements de moyen terme, mais toujours, ça semble être le trend majoritaire. Eux, ils sont positifs sur l'Europe. C'est quoi leurs arguments ? Je me suis dit que j'allais démarrer la rentrée positivement. J'ai trouvé cet exemple. Le NZ Superfund, donc c'est le fonds nouveau-zélandais, qui effectivement parle en cours intergalactique, mais a décidé effectivement de surpondérer l'Europe par rapport aux États-Unis, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Puis j'ai découvert par la même occasion que c'était le meilleur au monde en termes de performance sur 10 ans, sur 20 ans. Voilà, c'est en termes de performance. Ouais. Et c'est un peu un fonds Mathias Bachino, si vous voulez. C'est très, très méthodique. Ouais. Donc vous avez un indice sous-jacent qui est à 75%, en fait, le MSCI All Countries. Donc vous voyez qu'ils sont assez disciplinés. 5% d'actions néo-zélandaises, locales, domestiques, et effectivement 20% d'obligations. Et ils ont le droit à un écartement léger, tactique. Et typiquement, quand on dit plus 2 ou moins 3,5, c'est effectivement par rapport à l'indice de référence, quel est notre droit à l'écartement ? Et là, aujourd'hui, ils ont un léger écartement. Ça ne veut pas dire qu'ils vendent complètement les États-Unis, mais un léger écartement par rapport à l'indice de référence sur lequel ils vont effectivement surpondérer l'Europe, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, en cette rentrée, au moment d'un euro-bashing déjà revenu à la mode le 1er septembre. Alors Mathias, je fais confiance à votre sens de la méthode. Est-ce que c'est un signe positif, enfin, un petit peu pour nos actions européennes ? On rappelle que le CAC 40 a rien fait cet été. En gros, on était entre considérations autour de la défense, du luxe, etc. Et qu'au milieu de tout ça, on n'a pas fait grand-chose. Alors, le CAC 40 est très clairement pénalisé par l'instabilité politique et économique sans parler de ça, du pays. Ça, c'est énorme, l'impact est considérable. Depuis un an, il est en perte, alors que les autres indices sont en hausse. L'indice Eurostoxx 600 est en hausse de plus de 8% depuis le début de l'année, ce qui n'est pas du tout ridicule par rapport aux indices américains. Non, puis c'est un support de placement qui est relativement standard. Oui, complètement. Et les perspectives de développement en dehors de la France, je pense évidemment au plan de relance allemand, mais pas que. Je pense à la bonne santé italienne aussi, plutôt la bonne santé espagnole aussi. Donc il y a des capacités effectivement en Europe, et le retour de la thématique de la souveraineté européenne est favorable en théorie au marché actions européen, puisque un continent qui se veut davantage souverain est un continent qui doit développer ses entreprises et différents secteurs d'activité. Le plus évident, c'est la défense, mais pas que. Il y a aussi l'énergie, il y a aussi l'IA, il y a aussi le cloud, il y a plein de secteurs où l'Europe peut et doit développer son économie. Donc c'est une fois la sortie du cycle de baisse des taux passée, si la croissance est là, effectivement, ça serait logique que l'Europe rattrape un peu, parce que les marchés européens sont toujours en retard par rapport aux marchés américains. Gustave Sanden, ça peut être justement l'occasion de s'y intéresser. C'est là que j'allais y venir, en fait. C'est effectivement le retard, il se voit dans les prix. Ouais, et parfois, on parle juste de capitalisation, on oublie les méthodes de valorisation et les multiples, et c'est justement ce qu'invoque la direction des investissements de ce super fonds, c'est son nom. On est autour de 16 fois en Europe sur les peer ratios, contre près de 30 fois aux États-Unis.
Donc il y a un gros retard. Et d'ailleurs, si on regarde finalement la première séquence de cette année, ce premier semestre notamment, ce qui a bien marché, c'est ce qui était perçu comme pas cher, c'est-à-dire la Chine, l'Europe. Et là, on voit qu'effectivement, certains grands géants, comme celui-ci, même si à l'échelle des États pétroliers, ça reste tout petit, adoptent finalement ce pragmatisme. Et effectivement, sur des sociétés rentables, de dividendes, quand vous avez un horizon de 10 ans, ce qui est l'horizon qu'ils invoquent, l'Europe est plutôt attractive. Ouais, et puis il reste surtout aussi des questions de valorisation. Les marchés américains n'ont jamais été autant survalorisés, disent les traders. Donc ça peut peut-être justement être aussi une occasion. Et de souveraineté aussi. Où est-ce que vous investissez dans un monde avec des États-Unis ultra interventionnistes ou ultra clivants? Quelles sont vos alternatives? Quelles sont les alternatives pour les banques, par exemple? Et typiquement, les banques européennes ont aussi, je pense, bien profité de cet effet macro sur le premier semestre. On est sur un point pivot, là. Voilà, on se pose la question de savoir s'il faut continuer à être actif sur les banques ou pas. On se posera la question tout au long de la semaine, mais c'est vrai qu'on a des gains phénoménaux, Société Générale, qui doublent de cours depuis le début de l'année. En tout cas, passionnant. Merci beaucoup d'avoir déchiffré l'actu économique du moment avec nous. Mathias Bacchino, Trade Republic, et Gustave Sanden de Colbert. Et puis, on se retrouvera tout au long de cette saison qui commence donc de manière passionnante.